Ma sœur m'a appelé 20 minutes avant mon premier rendez-vous amoureux depuis 2 ans, je te dépose les 3 enfants. Débrouille-toi. J'ai répondu, non. À minuit, toute ma famille me traitait de personne ignoble. J'ai juste souri et publié un seul message. Au matin, maman me suppliait de le supprimer. Je m'appelle Thibaut. J'ai 29 ans, et je veux vous raconter la nuit où ma sœur a essayé de m'utiliser comme babysitter gratuit et a accidentellement détruit sa propre réputation par la même occasion. Mais avant d'en arriver aux conséquences, laissez-moi vous donner un peu de contexte, car cette histoire ne s'est pas produite de nulle part. C'était le résultat d'années d'arrogance qui ont fini par se heurter à un mur. Et ce mur s'est avéré être moi, le seul soir où j'avais réellement des projets. Alors voilà la situation. Je suis le plus jeune de 3 enfants. Ma grande sœur Amandine a 34 ans et mon frère Loïc en a 32. En grandissant, Amandine était l'enfant chéri. Pas d'une manière subtile d'ailleurs. D'une manière bruyante, évidente, où tout le monde dans la famille le savait. Elle était très populaire, capitaine de l'équipe de danse au lycée et élue reine du bal de terminale, celle qui a eu une voiture pour ses 18 ans alors que Loïc et moi partagions les trajets dans le break familial de notre mère jusqu'à ce que nous puissions nous payer nos propres véhicules. Notre mère, Françoise, traitait pratiquement Amandine comme si elle était en porcelaine et que le reste d'entre nous n'était que le papier bulle dans lequel elle était emballée. Ne vous méprenez pas, j'aime ma mère. Ce n'est pas un monstre, mais elle a un angle mort quand il s'agit d'Amandine, et il a à peu près la taille d'un panneau publicitaire. Amandine ne peut rien faire de mal. Les problèmes d'Amandine sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. Les besoins d'Amandine passent avant ceux de tous les autres. Et si vous vous y opposez, c'est vous qui êtes égoïste. Cette dynamique a été le bruit de fond de toute ma vie. Et honnêtement, je m'y suis habitué. On apprend à faire avec. On apprend à simplement hocher la tête, à faire profil bas et à construire sa propre vie séparément, ce que j'ai fait exactement. Après le lycée, je suis allé en apprentissage puis en formation professionnelle, je suis devenu électricien et je me suis lentement bâti une carrière décente. J'ai acheté une petite maison pavillonnaire dans une commune à environ 40 minutes de chez ma mère, dans la région de Lyon. J'ai pris un chien nommé Oscar, qui est objectivement le meilleur chien de la planète, et je me suis installé dans une vie calme et stable. Pas glamour, mais c'était la mienne. Elle me plaisait. J'en étais fier. Le seul domaine où les choses n'étaient pas vraiment florissantes était ma vie amoureuse. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre être une sorte de héros romantique incompris. La vérité, c'est que j'ai traversé une rupture difficile il y a environ 2 ans et demi. Elle s'appelait Mélanie. Nous étions ensemble depuis 3 ans et elle m'a quitté pour un gars qu'elle avait rencontré dans une salle de CrossFit. Classique, non? Toute cette histoire m'a anéanti. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, mais j'ai pratiquement passé l'année et demie suivante à travailler, à rentrer chez moi, à dîner avec Oscar et à regarder beaucoup trop de documentaires sur des affaires criminelles. Pas vraiment un moment de gloire, mais environ 2 mois avant que tout ce gâchis ne se produise, quelque chose est arrivé. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Noémie. Elle était assistante vétérinaire à la clinique où j'emmenais Oscar pour ses visites de contrôle. Et elle a ri à ma blague stupide sur le fait que Oscar avait besoin d'une promotion. Et je jure que quelque chose s'est débloqué. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes dans la salle d'attente pendant que Oscar essayait de manger un dépliant sur la prévention des parasites. Et avant mon départ, elle m'a donné son numéro, l'a écrit au dos d'une carte de visite. Je me suis senti comme si j'avais de nouveau 17 ans. Nous avons échangé des messages pendant des semaines. Des conversations faciles et naturelles. Elle était drôle et vive d'esprit, et elle semblait réellement s'intéresser à moi, ce qui, après Mélanie, ressemblait à trouver de l'eau dans un désert. Finalement, je l'ai invitée à sortir. Un dîner dans un restaurant italien du centre-ville de Lyon appelé la Trattoria Bella. Rien d'extravagant, juste un endroit sympa. Elle a dit oui. J'ai fait la réservation pour le samedi soir à 19h30. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre à propos d'Amandine. Elle a 3 enfants. Arthur a 7 ans, Léna 5 ans et le bébé, Jules, 18 mois. Son mari Cédric est chauffeur routier, donc il est souvent absent. Et écoutez, je comprends. Être mère de 3 enfants avec un mari sur la route, c'est dur. Je ne suis pas sans cœur. J'ai donné un coup de main plein de fois.
J'ai gardé les enfants les soirs de semaine pour qu'elle puisse aller à son club de lecture. Je suis allé chercher Arthur à l'entraînement de foot. J'ai fait des courses pour elle quand elle était débordée. Je ne suis pas un oncle indigne qui se pointe à Noël avec une carte cadeau et disparaît. J'ai été présent. Mais voici le problème avec Amandine. Aider n'est pas une faveur. C'est une obligation. Elle ne demande pas. Elle ordonne. Et si vous dites non, elle n'est pas seulement déçue. Elle est offensée, comme si vous l'aviez insultée personnellement en ayant votre propre vie. Et puis elle appelle maman, et maman vous appelle, et soudain vous êtes le méchant dans une histoire dont vous ignoriez même l'écriture. Nous sommes donc samedi, le fameux samedi, mon premier rendez-vous en 2 ans. J'ai pris ma douche, taillé ma barbe, mis une chemise sans logo, ce qui pour moi équivaut pratiquement à porter un smoking. Je me tiens devant le miroir de ma salle de bain pour me faire un discours d'encouragement qui rendrait fier un entraîneur de foot de lycée. Quelque chose dans le genre de « tu es un homme adulte. Tu as refait le câblage de bâtiments entiers. Tu peux t'asseoir en face d'une jolie femme et manger des pâtes sans te ridiculiser. » Oscar était assis derrière moi, l'air profondément indifférent, ce qui honnêtement était justifié. Ma réservation était à 19h30. À 19h10, mon téléphone a sonné. Amandine. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose dans mes tripes me disait de l'ignorer, mais je l'ai fait parce que je suis un idiot et parce que 29 ans de conditionnement familial sont difficiles à effacer. Salut Thibaut, j'ai besoin d'un énorme service. Cédric a été appelé pour un trajet supplémentaire et je viens d'être invité à la soirée d'anniversaire d'Éléonore en ville. Je dépose les 3 enfants chez toi. Je serai là dans environ 20 minutes. Pas de questions, une affirmation un samedi soir avec 20 minutes de préavis. J'ai pris une grande inspiration. Amandine, je ne peux pas ce soir. J'ai des projets. Il y a eu un silence. Le genre de silence que vous reconnaissez parfaitement si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre le mot non. C'est le calme avant la tempête. Des projets? Quel projet? Tu n'as jamais de projet. Et honnêtement, celle-là a fait mal. Pas parce que c'était méchant, mais parce que c'était suffisamment vrai pour blesser. Je n'avais pas de projet la plupart des samedis. Mais j'avais des projets ce soir. Des projets importants. Les premiers depuis très longtemps. J'ai un rendez-vous, en fait. Une réservation pour dîner à 19h30. Je suis littéralement sur le point de passer la porte. Elle a ri. Pas un rire joyeux. Ce petit rire méprisant que les gens font quand ils pensent que ce que vous venez de dire les dérange et est donc ridicule. Thibaut, allez. Je suis sûr qu'elle comprendra. Repousse simplement le rendez-vous. J'ai vraiment besoin de ça. Le truc d'Éléonore est super important, et je lui ai déjà dit que je venais. Alors tu aurais dû trouver une babysitter avant de lui dire ça. Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Je pouvais presque entendre les rouages tourner. Le passage de l'exigence désinvolte à l'offensive de culpabilisation totale. Es-tu sérieusement en train de me dire que tu choisis une fille au hasard plutôt que tes propres neveux et ta nièce, plutôt que ta famille? Je te dis que j'ai des projets et que tu m'as prévenu avec 20 minutes d'avance. Ça ne marche pas comme ça, Amandine. Elle m'a raccroché au nez, juste comme ça. Pas d'au revoir, pas de négociation, juste le clic de quelqu'un qui s'attendait totalement à obtenir ce qu'il voulait et qui ne pouvait pas gérer l'alternative. Je suis resté là une seconde, le téléphone à la main, le cœur battant, puis j'ai regardé Oscar et j'ai dit, ça s'est bien passé. J'ai pris mes clés et j'ai passé la porte, j'ai conduit jusqu'à la Trattoria Bella, j'ai retrouvé Noémie, et honnêtement, c'était l'une des meilleures soirées que j'ai eues depuis des années. Elle a commandé le risotto aux champignons, j'ai pris le poulet parmesan, nous avons partagé un tiramisu, et elle m'a raconté la fois où un perroquet de la clinique a appris à dire code bleu et a provoqué l'évacuation complète de la salle d'attente. J'ai tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec du pain. C'était facile. C'était chaleureux. C'était tout ce qui m'avait manqué. Mais pendant tout ce temps, mon téléphone s'illuminait dans ma poche. Je l'avais mis sur silencieux, mais à chaque fois que je bougeais sur ma chaise, je pouvais le sentir vibrer. Je n'ai pas regardé. Pas une seule fois. Ce qui se passait sur ce téléphone pouvait attendre. Cette soirée m'appartenait. Cela ne pouvait pas attendre éternellement, cependant.
Et quand je l'ai finalement vérifié dans ma voiture après avoir déposé Noémie à son appartement, j'ai eu un nœud à l'estomac. 23 appels manqués, 14 messages et un message vocal de ma mère qui commençait par « Thibaut, je suis tellement déçu de toi ». Ce qui, si vous avez déjà eu une mère française, correspond essentiellement à l'équivalent verbal d'un ouragan de catégorie 5 touchant terre. Quelque chose avait très mal tourné, et j'étais apparemment le méchant. Je suis resté assis dans ma voiture devant le complexe d'appartements de Noémie et j'ai fait défiler l'étendue des dégâts. Les messages d'Amandine étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Une fureur croissante enveloppée de victimisation. Les premiers étaient agacés. Sérieusement, Thibaut, et merci pour rien. Puis ils sont devenus dramatiques. Je suppose que je sais à quoi m'en tenir avec toi. Et enfin, l'option nucléaire. J'ai dû annuler avec Éléonore à cause de toi. Maman est d'accord. Tu es incroyablement égoïste. Oh, voilà. Elle avait appelé maman. Les messages de ma mère étaient pires parce qu'ils étaient plus calmes. Françoise ne crie pas. Elle fait culpabiliser avec la précision d'un chirurgien. Ta sœur avait besoin de toi ce soir et tu as choisi de ne pas être là. Je t'ai mieux élevé que ça. La famille passe avant tout, toujours. Je suis très blessé par ton comportement. Ensuite, le message vocal, qui était 3 minutes de la même chose, mais avec une voix tremblante qui, j'en suis sûr à 90%, était du cinéma et à 10% une véritable déception. Puis est arrivé le message de Loïc. Mon frère, la seule personne dont je pensais qu'elle pourrait être de mon côté. Salut mec, je viens de raccrocher avec maman. Elle est vraiment bouleversée. Amandine dit que tu l'as plantée pour aller à un rendez-vous. Peut-être que tu devrais juste t'excuser et passer à autre chose. Ça ne vaut pas le coup de faire des histoires. Du Loïc tout craché. Ne pas prendre parti, ce qui dans ma famille signifie prendre parti pour Amandine par défaut. Je suis resté assis là pendant un long moment. La voiture était éteinte. Le parking était silencieux. Et je pouvais sentir ce vieux poids familier s'installer sur ma poitrine. Celui que j'ai porté toute ma vie. Le sentiment d'être celui qui a toujours tort, même quand on sait qu'on a raison. Celui qui est censé se plier pour que tous les autres puissent rester à l'aise. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être que c'était le rendez-vous. Peut-être que c'était le fait que pour la première fois en 2 ans, je m'étais senti comme une personne et pas seulement comme le remplaçant de la famille. Peut-être que c'était d'entendre Noémie rire et de réaliser que je méritais d'avoir ça dans ma vie, et que l'incapacité d'Amandine à s'organiser ne devait pas me l'enlever. Quoi qu'il en soit, je ne me suis pas excusé. J'ai répondu par un seul message à ma mère. J'avais des projets ce soir. Amandine n'a pas demandé, elle a ordonné. J'ai dit non. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une limite. Bonne nuit, maman. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je suis rentré chez moi. Le dimanche matin, je l'ai rallumé. 16 messages de plus. Une discussion de groupe dont j'ignorais même l'existence, ce qui est toujours une chose amusante à découvrir, avait apparemment servi de base à un véritable tribunal familial. Pendant que je dormais, ma tante Monique, ma cousine Sarah, et même ma grand-mère avaient donné leur avis. Le consensus, selon la discussion de groupe, était que j'étais froid et sans cœur, que la pauvre Amandine se noyait avec 3 enfants et que je ne pouvais même pas sacrifier une soirée pour l'aider. Personne n'a mentionné que c'était mon premier rendez-vous en 2 ans. Personne n'a mentionné qu'elle m'avait prévenu 20 minutes à l'avance. Personne n'a demandé ma version des faits. Le verdict était tombé avant même que la défense ait pu prendre la parole. J'ai appelé Loïc. Il a décroché à la 2e sonnerie et a immédiatement pris le ton d'un négociateur en prise d'otage. Détends-toi. D'accord, je sais que tu es énervé. Je ne suis pas énervé, Loïc. Je suis agacé. Elle a monté toute la famille contre moi parce que j'avais un rendez-vous. Je sais, mais tu sais comment est Amandine. Elle était gênée d'annuler avec son amie et elle s'est vengée sur toi. Appelle-la, dis-lui que tu es désolé et ça va se tasser. Pourquoi devrais-je être désolé? Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a dit qu'elle déposait ses enfants. J'avais des projets. Depuis quand je n'ai plus le droit d'avoir des projets? Loïc a soupiré. Ce long soupir fatigué qu'il pousse quand il ne veut pas gérer quelque chose. Thibaut, je te comprends,
mais est-ce vraiment la colline sur laquelle tu veux mourir? Arrondis juste les angles. Loïc, ce n'est pas une seule colline. C'est 20 ans de colline. Elle nous fait le coup depuis qu'on est gamin, et tout le monde la laisse faire parce que c'est plus facile. J'en ai fini d'être la voix de la moindre résistance. Il s'est tu à ce moment-là. Très bien, mec. C'est toi qui vois. Ne t'attends juste pas à ce que maman le voie de cette façon. Je ne m'y attendais pas. Je savais exactement comment maman verrait les choses, parce qu'elle les voit toujours de la même manière. Amandine a des difficultés. Amandine a besoin d'aide. Amandine a 3 enfants et si tu ne laisses pas tout tomber pour Amandine, c'est toi le problème. C'est comme ça depuis que nous sommes adolescents. La vie d'Amandine a été une série de choix que tous les autres devaient subventionner. Et que Dieu vous aide si vous faisiez la remarque. Le lundi est arrivé et je suis allé travailler. J'ai essayé de me concentrer sur un travail de recablage dans un restaurant du centre-ville de Lyon, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Maman a appelé 2 fois. Le premier message vocal était doux et suppliant. Le second avait changé de ton. Thibaut, ce traitement par le silence est puéril. Tu punis ta sœur pour avoir demandé de l'aide. Ce n'est pas l'homme que j'ai élevé. Demander de l'aide. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Elle a littéralement dit, je dépose les 3 enfants. Débrouille-toi. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Ce soir-là, j'étais assis sur mon canapé, Oscar est allé sur mes genoux, quand mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Amandine. Un long message. Et celui-là, je dois l'admettre, a eu un effet différent. Pas parce qu'il était gentil, mais parce qu'il était si parfaitement manipulateur qu'il a presque fonctionné. Thibaut, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu me détestes autant. Je fais de mon mieux avec 3 enfants et un mari qui est parti la moitié du temps. Je pensais pouvoir compter sur mon propre frère, mais je suppose que j'avais tort. Maman a pleuré toute la journée à cause de ce que tu lui as dit. J'espère que ton rendez-vous valait la peine de déchirer cette famille. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai ressenti de la culpabilité. La deuxième fois, j'ai ressenti de la colère. La troisième fois, j'ai ressenti tout autre chose. De la clarté. Parce que ce message était un chef-d'œuvre de manipulation. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas reconnu qu'elle avait exigé et non demandé. Elle s'est fait passer pour la victime, moi pour l'agresseur, et a ajouté maman à pleurer comme cerise sur le gâteau. C'était un cas d'école. Et ça avait toujours marché auparavant. À chaque fois. Je me serais senti coupable. J'aurais appelé. Je me serais excusé pour quelque chose que je n'avais pas fait, et la machine se serait réinitialisée. Pas cette fois. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, je me suis fait un sandwich et j'ai regardé un documentaire sur les créatures des grands fonds avec Oscar. À un moment donné, ils ont montré ce poisson qui vit au fond de l'océan, à des kilomètres sous la surface, dans l'obscurité totale. Et j'ai pensé, ouais, mon pote. Je sais exactement ce que tu ressens. Mercredi, la situation avait dégénéré au-delà de ce que je croyais possible pour une demande de babysitting refusée. Ma cousine Sarah avait publié quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos de certaines personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Ma tante Monique m'a envoyé des leçons de morale sur le fait qu'elle avait toujours pensé que j'étais le plus prévenant. Ma grand-mère, qui a 81 ans et utilise son téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée, a réussi à m'envoyer un message qui disait juste « Appelle ta sœur, grand-mère ». Et puis jeudi est arrivé. Je suis rentré du travail fatigué, couvert de poussière de plâtre, et j'ai trouvé la voiture de ma mère dans mon allée. Elle était assise sur les marches de mon perron avec son sac à main sur les genoux et ses lunettes de lecture sur la tête, ce qui est son air de dire « je ne plaisante pas ». Il faut qu'on parle, m'a-t-elle dit quand je me suis approché. De quoi? Je savais déjà de quoi. De cette histoire avec Amandine. Thibaut, c'est ta sœur. Elle passait une soirée difficile. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de quelques heures d'aide et tu as dit non à cause d'un rendez-vous. Un rendez-vous? Thibaut. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et Oscar est sorti en trombe pour l'accueillir parce que Oscar aime tout le monde et n'a aucune notion de politique familiale. Maman l'a caressé, ce que j'ai pris comme un signe qu'elle n'était pas encore totalement en mode terre brûlée. Maman, elle n'a pas demandé.
Elle m'a prévenu 20 minutes avant de débarquer. J'avais des projets. Les projets, ça se modifie. La famille, non. Maman, c'était mon premier rendez-vous en 2 ans. 2 ans? Tu le sais ça? Tu sais seulement à quoi ressemble ma vie depuis que Mélanie est partie? Elle m'a regardé et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai cru voir quelque chose basculer. Comme si elle m'entendait peut-être. M'entendait vraiment. Mais c'est passé. Je sais que ça a été dur pour toi, mon chéri. Mais Amandine a 3 petits et elle avait besoin de toi. Elle avait besoin d'une babysitter. Ce n'est pas la même chose qu'avoir besoin de moi. Elle aurait pu appeler une babysitter. Elle aurait pu appeler Loïc. Elle aurait pu prévoir le coup, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle sait qu'elle peut juste me refiler le bébé et que tout le monde me fera me sentir coupable si je dis non. Et te voilà sur mon perron en train de lui donner raison. Maman s'est levée. Ses lèvres étaient pincées en cette ligne fine. Cela signifie que la conversation est terminée. Pas parce qu'elle est résolue, mais parce qu'elle a décidé qu'elle avait raison et que toute discussion supplémentaire est inutile. Je suis déçu de toi, Thibaut. Vraiment. Elle a marché jusqu'à sa voiture, est montée et est partie. Je suis resté sur mon perron et j'ai regardé ses feux arrière disparaître. Et je ne vais pas vous mentir, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Pas parce que je pensais avoir tort, car je savais que j'avais raison. Et ça n'avait pas d'importance. Dans ma famille, avoir raison n'a jamais compté. La seule chose qui compte, c'est de garder Amandine heureuse. Je suis rentré, je me suis assis par terre avec Oscar, et j'ai fixé le plafond pendant un très long moment. Les 2 semaines qui ont suivi ont été dures, et je ne vais pas enrober la vérité. Quand toute votre famille décide que vous êtes le méchant, peu importe la solidité de votre raisonnement. Ça vous ronge. À chaque fois que mon téléphone vibrait, je me crispais. À chaque fois que je passais en voiture près du quartier de ma mère, je ressentais cet étrange mélange de colère et de tristesse qui pesait sur ma poitrine comme une brique. J'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche. Pas parce qu'on m'avait dit de ne pas venir, mais parce que je savais ce que ce serait. Amandine jouant la gazelle blessée. Maman me battant froid. Loïc évitant mon regard et parlant de foot comme si cela allait tout arranger par magie. Le pire, c'était l'isolement. Je n'ai jamais eu un immense cercle social. Quelques potes du boulot, des gars avec qui je joue au basket le jeudi soir, Oscar. C'était mon monde. Et sans les affaires de famille, le monde semblait plus petit. Il y a eu des soirs où je me suis assis sur mon canapé en me demandant si je n'avais pas fait une erreur. Si dire non à Amandine ce fameux samedi soir valait vraiment la peine de perdre toute ma famille. Mais voilà le truc quand on se heurte à un mur. Parfois, on réalise que le mur a toujours été là. On était juste trop occupé à foncer dedans pour s'en rendre compte. Et une fois qu'on s'arrête, une fois qu'on prend du recul et qu'on regarde la chose, on la voit pour ce qu'elle est. Ma famille ne s'était pas retournée contre moi à cause d'un samedi soir. Ils s'étaient retournés contre moi parce que j'avais brisé le schéma. J'étais le gars fiable, le gars facile à vivre, celui qui disait toujours oui. Et au moment où je ne l'ai pas fait, tout le système a bugué. Ce n'était pas mon problème. C'était le leur. Alors, j'ai pris une décision. Au lieu de rester assis à m'apitoyer sur mon sort, j'allais m'investir dans la vie que j'avais réellement, celle que je construisais discrètement depuis des années pendant que tout le monde se concentrait sur Amandine. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Noémie. Nous avions échangé des messages depuis notre rendez-vous, et elle avait été patiente face au fait que j'étais clairement distrait. Je lui ai dit la vérité, pas toute la saga, mais assez. Que ma sœur et moi avions des problèmes, que ma famille était difficile et que j'étais désolé d'avoir été distant. Elle a écouté et puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. Thibaut, tu ne dois d'excuses à personne pour avoir posé des limites. Les gens qui t'aiment respecteront ça. Ceux qui ne le font pas ne t'aiment pas vraiment. Ils t'utilisent. Cette femme a fait preuve de plus de sagesse en une phrase que ma famille en 29 ans. Nous avons eu un deuxième rendez-vous ce week-end-là, au bowling. Elle m'a battu de 40 points et n'a pas du tout été indulgente, ce que j'ai trouvé bizarrement attirant. Puis un troisième rendez-vous, puis un quatrième. En l'espace d'un mois, il était assez clair que Noémie n'était pas juste un flirt. Elle devenait quelque chose de réel, quelque chose que j'étais terrifié d'espérer. Pendant ce temps, au travail,
les choses ont commencé à se mettre en place aussi. Mon patron, un type nommé Michel, laissait entendre depuis un moment qu'il voulait que je prenne plus de responsabilités, superviser des chantiers, gérer des équipes, m'occuper des relations clients. J'avais toujours hésité parce qu'honnêtement, je ne pensais pas être ce genre de gars. Mais quelque chose dans toute cette situation familiale avait déclenché un déclic en moi. J'en avais marre d'être la personne que les autres décidaient que j'étais. Je voulais décider par moi-même. Alors j'ai dit oui, j'ai accepté un poste de superviseur. C'est venu avec une augmentation et un véhicule de fonction, ce dont Oscar était très excité car il y avait plus de place pour lui s'étaler sur le siège passager. J'ai commencé à gérer une équipe de 4 gars sur des projets commerciaux. Et il s'est avéré que j'étais plutôt bon à ça. Pas parce que j'étais un leader né, mais parce que je savais ce que ça faisait d'être ignoré, et je me suis assuré que personne dans mon équipe ne ressente ça. Je communiquais clairement. J'écoutais. Je ne faisais pas de favoritisme. C'est drôle comme ces choses fonctionnent quand on a passé toute sa vie à regarder quelqu'un faire l'inverse. Vers la même époque, mon pote Nicolas de la Ligue de basket m'a invité à commencer à m'entraîner avec lui le matin. Rien d'extrême, juste 3 jours par semaine dans cette salle de sport près de chez moi. Je n'avais jamais été un habitué de la salle de sport, mais j'y suis allé et ça a aidé. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Il y a quelque chose dans le fait de soulever des choses lourdes et de les reposer qui rend vos problèmes plus légers. Terrible jeu de mots, je sais, mais c'est vrai. Alors, j'en étais là. Nouvelle relation, nouveau rôle au travail, nouvelle routine, nouvelle énergie. Je dormais mieux, je mangeais mieux, je riais plus. Oscar avait droit à des promenades plus longues et à des friandises supplémentaires, ce qu'il estimait mériter indépendamment de mon développement personnel. Mais j'appréciais son soutien malgré tout. Environ 6 semaines après l'incident du samedi soir, Loïc m'a appelé. Il était tard, presque 22 heures un mardi, et j'ai failli ne pas répondre, mais Loïc n'appelle pas tard à moins qu'il ne se passe vraiment quelque chose. « Salut », a-t-il dit. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, en fait. »« Quoi de neuf ?» Il a fait une pause. « Je voulais juste prendre des nouvelles. On ne s'est pas vraiment parlé depuis que tout est arrivé. »« Ouais, j'ai remarqué. » Une autre pause. « Écoute, je sais que je ne t'ai pas exactement soutenu et je ne vais pas chercher d'excuses. C'est juste que je déteste les conflits, mec. J'ai toujours détesté ça. C'est plus facile de dire à tout le monde de s'excuser et de passer à autre chose. Plus facile pour toi, ai-je dit. Pas pour moi. Je sais. Je le sais maintenant. Il s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut, je pense que tu avais raison au sujet d'Amandine. Au sujet de toute cette histoire. Elle fait ce genre de truc depuis des années et on la laisse tous faire parce que c'est moins de problèmes. Ce n'est pas juste pour toi. Je n'ai rien dit pendant 1 minute. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Que Loïc soit ouvertement d'accord avec moi était à peu près aussi probable que de voir Oscar apprendre à faire ma déclaration d'impôt. Merci, Loïc. Ça compte vraiment beaucoup. Ouais, eh bien, ne deviens pas tout émotif avec moi. J'ai appelé pour te dire ça et aussi pour te dire que Amandine perd un peu les pédales. Cédric est encore plus absent que d'habitude. Les enfants sont difficiles à gérer et elle s'appuie énormément sur maman. Genre, vraiment beaucoup. Maman est là-bas 4 ou 5 jours par semaine maintenant. On dirait que c'est le choix de maman. Ça l'est, mais elle est épuisée et elle ne va pas le dire parce que c'est Amandine, mais je peux le voir. Nous avons parlé encore un moment. C'était la meilleure conversation que j'avais eue avec mon frère depuis des années, peut-être même de toute ma vie. Il m'a dit qu'il était fier de moi pour avoir tenu bon, même s'il n'avait pas été assez courageux pour le dire sur le moment. Je lui ai parlé de Noémie et il a dit, « Mec, elle a l'air d'être la bonne. Ne gâche pas tout. » Très touchant, très Loïc. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon perron avec Oscar et j'ai regardé les étoiles. C'était une de ces rares nuits claires où l'on peut vraiment les voir, même avec les lumières du quartier. Et j'ai pensé à quel point la vie est bizarre. Comment la pire nuit de ma vie de famille avait déclenché la meilleure période de ma vie personnelle. Comment le fait de dire non à Amandine avait, d'une manière ou d'une autre, ouvert la porte pour dire oui à tout le reste. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. J'étais triste pour ma mère. Bien sûr.
Elle me manquait. Sa tourte au poulet me manquait, son rire me manquait, et la façon dont elle m'appelait mon chéri quand elle n'était pas déçue de moi me manquait, ce qui, je l'avoue, n'était pas arrivé récemment. Mais je ne pouvais pas redevenir la personne qui sacrifiait tout pour maintenir la paix. Cette version de moi avait disparu, et je ne voulais pas qu'elle revienne. Ce que je ne savais pas en étant assis sur ce perron, c'est que la vie était sur le point de m'offrir quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas vraiment une vengeance, plutôt une opportunité. Le genre d'opportunité qui se présente vêtu d'un imperméable et qui dit « Tu ne vas pas le croire, mais l'univers te doit une faveur ». Et c'est venu de l'endroit le plus improbable qu'on puisse imaginer, Amandine elle-même. Environ 2 mois après le désastre du samedi soir, je suis rentré du travail pour trouver une notification sur mon téléphone provenant d'une application de réseau social que j'utilisais à peine. Quelqu'un m'avait identifié dans une publication. Je l'ai ouverte et ce que j'ai vu m'a fait poser mon téléphone, le reprendre, le relire, le reposer à nouveau, et dire à haute voix à Oscar, « Tu ne vas pas le croire ». Amandine avait écrit un message, un long message, public. Pas dans la discussion de groupe familial, pas sur sa page privée, mais public. Et ça parlait de moi. La publication était l'un de ces messages reconnaissants pour mon entourage que les gens écrivent quand ils veulent de la compassion déguisée en gratitude. Ça commençait plutôt bien. Elle parlait de la difficulté d'être mère de 3 enfants, de la façon dont le travail de Cédric l'éloigne, de la façon dont elle fait de son mieux. Très bien, on peut s'y identifier. Mais ensuite, elle a dévié. Elle a commencé à raconter comment certains membres de la famille lui avaient tourné le dos alors qu'elle en avait le plus besoin. Comment elle avait demandé une petite faveur et avait été rejetée et humiliée. Comment son propre frère avait choisi une étrangère plutôt que sa propre chair et son propre sang. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. La publication avait 47 j'aime et un tas de commentaires. Tous favorables, tous dirigés vers la pauvre Amandine en difficulté. Tu mérites mieux. La famille devrait toujours passer en premier. Certaines personnes sont tellement égoïstes. Une personne, une femme que je ne connaissais même pas, a écrit « Coupe les ponts avec lui, ma reine. Tu n'as pas besoin de cette énergie. Coupez les ponts avec moi comme si j'étais la personne toxique. Comme si j'avais fait quelque chose de monstrueux en allant à un rendez-vous amoureux. Je vais être honnête, ma première réaction a été la rage. Cette colère brûlante et bourdonnante qui commence dans votre poitrine et se propage jusqu'au bout de vos doigts. Elle avait pris nos affaires de famille privées et les avait mises sur Internet pour s'attirer de la sympathie. Elle avait déformé l'histoire, omis chaque détail qui la faisait mal paraître, et m'avait dépeint comme un crétin sans cœur qui avait abandonné sa sœur et ses enfants, et les gens gobaient ça. Mais ensuite, la rage s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Parce qu'en lisant cette publication pour la 3e fois, j'ai réalisé quelque chose. Amandine avait fait une erreur, une grosse erreur. Elle l'avait rendue publique. Elle avait exposé sa version des faits à la vue du monde entier. Et sa version avait des failles de la taille d'une porte de garage. J'ai appelé Loïc. Tu as vu ça? Ouais. Ouais, j'ai vu. Elle a tout omis. Les 20 minutes de préavis, le ton autoritaire, le fait qu'elle n'a pas demandé, qu'elle a ordonné. Elle a fait croire que j'avais refusé de l'aider alors qu'elle avait une urgence ou un truc du genre. Je sais, c'est du Amandine tout craché. Elle contrôle le récit. Pas cette fois. Loïc est resté silencieux. À quoi penses-tu? Je pense à dire la vérité. Toute la vérité publiquement. Thibaut, ça va déclencher une guerre. La guerre a déjà commencé, Loïc. Elle a tiré la première. Je vais juste riposter avec des faits réels. Il a pris une longue inspiration. Si tu vas le faire, fais-le bien. Ne sois pas émotif. Ne sois pas mesquin. Expose simplement ce qui s'est réellement passé. Laisse les gens tirer leurs propres conclusions. C'était un bon conseil et je l'ai suivi. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu en partie parce que je voulais être stratégique et en partie parce que je voulais m'assurer de ne pas agir sous le coup de la colère. Je me suis donné une semaine entière pour me calmer. Pendant cette semaine, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai ressorti toutes les conversations par message que j'avais eues avec Amandine au cours des 3 dernières années. Ce que j'ai trouvé était stupéfiant.
Pas parce qu'un message individuel était choquant, mais parce que quand on les voit tous ensemble, le schéma est indéniable. Des dizaines de messages où Amandine ne demandait pas d'aide, mais l'exigeait. J'ai besoin que tu viennes chercher Arthur à 16 heures. J'amène les enfants samedi. Assure-toi d'avoir des goûters. Peux-tu venir réparer mon évier? Cédric est un incapable. Jamais un s'il te plaît. Rarement un merci. Et quand je disais que je ne pouvais pas ou que je suggérais une alternative, la réponse était toujours une variante de la culpabilisation. Bien. Je suppose que je vais juste me débrouiller toute seule comme je le fais toujours. Ça doit être sympa de ne pas avoir de responsabilité. Je m'en souviendrai. Mais la véritable mine d'or, c'était l'échange de messages de ce samedi soir. Celui où elle disait « Je dépose les 3 enfants. Débrouille-toi ». Où j'ai poliment dit que j'avais des projets et où elle a balayé ça d'un rire en me disant de repousser mon rendez-vous parce qu'elle en avait vraiment besoin. Où elle m'a raccroché au nez. Tout était là, horodaté et non modifié. J'ai montré les messages à Noémie ce week-end-là. Elle les a lus en silence, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fureur maîtrisée. « Thibaut, a-t-elle dit, cette femme te traite comme un employé, pas comme un frère. Je sais, et ta mère cautionne ça. Ma mère ne le voit pas ou elle ne veut pas le voir. » Noémie a posé mon téléphone et m'a regardé. « Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? » Ouais. Sois juste honnête. Ne l'attaque pas. Ne sois pas méchant. Dis juste la vérité. La vérité est suffisamment accablante en soi. Alors je l'ai écrit. Ça m'a pris 3 brouillons. Le premier était trop colérique. Le deuxième était trop long. Le troisième était le bon, clair, calme, factuel. J'ai exposé exactement ce qui s'était passé ce samedi soir. J'ai inclus la chronologie. J'ai mentionné que c'était mon premier rendez-vous en 2 ans. Qu'elle m'avait prévenu 20 minutes à l'avance. Qu'elle n'avait pas demandé mes ordonnées. Et que lorsque j'ai dit non, elle a appelé toute notre famille et les a montés contre moi avant même que je ne sois rentré du dîner. Je n'ai pas fait d'éditorial. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas attaqué sa façon d'élever ses enfants. J'ai juste dit la vérité, étape par étape. Et puis j'ai terminé avec ceci. J'aime ma sœur. J'aime ma famille. Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir une vie à moi. J'ai aidé Amandine plus de fois que je ne pourrais les compter, avec joie et sans me plaindre. Mais la seule fois où j'ai dit non, on m'a traité d'égoïste, de sans cœur et d'ignoble par des personnes qui n'ont même jamais demandé ma version de l'histoire. Alors, la voici. Ma version. Faites-en ce que vous voulez. Et puis j'ai fait quelque chose qui était soit brillant, soit insensé. J'ai joint des captures d'écran. Pas toutes, juste les plus importantes. Le message où elle disait « Je dépose les 3 enfants. Débrouille-toi ». Celui où elle me disait de repousser mon rendez-vous parce que la fête d'anniversaire de son amie était super importante. Celui où elle disait « J'espère que ton rendez-vous valait la peine de déchirer cette famille. » Et pour faire bonne mesure, quelques messages plus anciens montrant le schéma, les exigences, la culpabilisation, le sentiment que tout lui est dû. J'ai gardé la publication sous le coude pendant 2 jours entiers. Je l'ai relue probablement 50 fois. Je me suis demandé si j'en étais sûr, j'ai demandé à Noémie, j'ai demandé à Loïc, qui a dit « Si tu publies ça, tout change ». J'ai répondu « Tant mieux ». Un jeudi soir vers 21 h, je l'ai publié. Je l'ai mise en mode public, sans identifier personne. Ce n'était pas la peine. Tous ceux qui avaient besoin de le voir le verraient. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis fait une tasse de café, je me suis assis sur mon canapé avec Oscar, et j'ai attendu que le soleil se lève. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais inquiet, mais parce qu'il y a quelque chose de surréaliste à savoir que vous venez de changer toute la dynamique de votre famille avec un seul message. C'est comme jeter une pierre dans un étang et regarder les ondes se propager dans toutes les directions. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas contrôler où vont les ondes. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir sur la rive et regarder. À minuit, je n'ai pas pu résister plus longtemps. J'ai rallumé mon téléphone et ce que j'ai vu m'a fait m'asseoir si vite sur le canapé que Oscar a sursauté et est tombé du coussin. La publication avait explosé. Plus de 200 réactions, des dizaines de commentaires,
et le ton ne ressemblait en rien à ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas divisé. Ce n'était pas du 50-50. C'était presque unanimement en ma faveur. Les gens étaient furieux. Pas contre moi, contre Amandine. Et pas seulement des étrangers, de la famille. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des amis d'amis, même certains des propres amis d'Amandine. Les captures d'écran avaient fait ce que mes mots seuls n'auraient jamais pu faire. Elles montraient la vérité noir sur blanc, avec les horodatages, sans laisser de place à l'interprétation ou à la manipulation. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de ma tante Monique. Thibaut, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé de t'avoir jugé. De ma cousine Sarah, qui avait publié cette publication ciblée et vague sur la famille quelques semaines plus tôt. Oh mon Dieu, je me sens très mal. Elle nous a raconté une histoire complètement différente. De gens que je connaissais à peine, me disant que j'étais courageux, me disant qu'ils avaient été dans des situations similaires, me disant qu'ils étaient fiers de moi. Et puis, à 0h17 du matin, un message de ma mère. 8 mots. Thibaut, s'il te plaît, supprime ce message. Appelle-moi. J'ai souri, j'ai fini mon café et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé le lendemain matin avec Oscar me léchant le visage, ce qui est sa version d'un réveil et c'est à peu près aussi agréable que ça en a l'air. Mon téléphone était sur la table de nuit, et je pouvais voir, même depuis l'écran de verrouillage, que les notifications s'étaient accumulées pendant la nuit comme lors d'une tempête de neige. J'ai d'abord fait du café. Ce qu'il y avait sur ce téléphone pouvait attendre que je sois caféiné. Quand je me suis enfin assis et que je l'ai ouvert, la publication avait dépassé les 400 réactions. La section des commentaires s'était transformée en une véritable réunion publique. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée donnaient leur avis. Des collègues, des voisins. Il y avait même un commentaire d'une femme nommée Véronique qui allait apparemment au club de lecture avec Amandine et elle a écrit quelque chose dans le genre de « c'est cohérent ». Elle parle de Thibaut comme s'il était son assistant personnel, pas son frère. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Celui-là a eu 62 j'aime à lui seul. Mais les messages qui comptaient le plus étaient les messages privés. Ma tante Monique avait envoyé un long message à 3h du matin, ce qui signifiait qu'elle était restée éveillée à y penser. Elle s'excusait pour la leçon de morale qu'elle m'avait faite, disait qu'elle se sentait manipulée, et admettait que Amandine l'avait appelée en pleurs ce samedi soir-là et lui avait dit que je lui avais hurlé dessus et que je lui avais claqué la porte au nez. Ce qui, pour mémoire, n'est jamais arrivé. Je n'étais même pas à la maison quand elle a appelé. J'étais en train d'enfiler une belle chemise et d'essayer de me rappeler comment être un être humain normal lors d'un rendez-vous. Ma cousine Sarah avait envoyé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur pendant que Oscar me jugeait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle pleurait un peu, ce qui m'a fait me sentir mal, mais ce qu'elle a dit était important. Thibaut, je suis tellement désolé. Elle m'a appelé ce soir-là et m'a dit que tu l'avais insultée et que tu avais refusé de l'aider alors qu'elle faisait une crise de panique. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû t'appeler en premier. Je suis vraiment, vraiment désolé. Une crise de panique. Amandine avait dit aux gens qu'elle faisait une crise de panique. C'était nouveau. L'histoire avait apparemment évolué à chaque fois qu'elle la racontait, comme au jeu du téléphone arabe où le message empire à chaque étape. Et puis il y avait ma mère. Elle avait appelé 4 fois entre 6 et 8 heures du matin. Les 3 premiers messages vocaux sont passés de mesurés à frénétiques, exigeant que je retire la publication, mais le 4e, laissé à 7h52, était différent. Sa voix était plus faible. Fatiguée. Thibaut, je dois te parler. Pas de la retirer, juste pour parler. S'il te plaît, appelle-moi. Alors, je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie. Salut, maman. Thibaut. Long silence. J'ai lu ta publication. En entier. D'accord. J'ai vu les captures d'écran. D'accord. Un autre silence. Je pouvais l'entendre respirer. Quand elle a repris la parole, sa voix s'est brisée. Et cette fois, je n'ai pas pensé que c'était du cinéma. A-t-elle vraiment dit ça? Débrouille-toi. Oui, maman. Elle a vraiment dit ça. Et tu n'avais vraiment pas eu de rendez-vous depuis 2 ans? 2 ans et 3 mois, pour être exact. Mais qui compte?
Elle a émis un son qui se situait entre un rire et un sanglot. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça faisait si longtemps. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Celle-là a fait mouche. Je pouvais l'entendre dans le silence. Pas le silence de colère de quelqu'un qui pense avoir raison. Le lourd silence de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il pourrait avoir tort. Thibaut, je te dois des excuses. Pas seulement pour cette nuit-là, pour beaucoup de choses. J'ai été tellement concentré sur l'aide à Amandine que j'ai oublié de faire attention à toi. Ce n'est pas normal. Ça n'a jamais été normal. Je ne vais pas mentir, j'ai eu la gorge un peu serrée. Pas de manière dramatique. J'ai juste dû m'éclaircir la gorge, cligner des yeux quelquefois et faire semblant de regarder quelque chose de très intéressant sur le mur. Oscar a semblé comprendre parce qu'il s'est approché et s'est assis sur mon pied, ce qui est sa façon de dire « Je suis là pour toi, mais j'aimerais aussi mon petit déjeuner. » Merci, maman. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai parlé à Amandine ce matin. Comment ça s'est passé? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle est contrariée. Elle dit que tu l'as humiliée. J'ai dit la vérité. Si la vérité est humiliante, c'est quelque chose qu'elle doit assumer. Maman a soupiré. Je sais. Je le sais maintenant, mais c'est ma fille, Thibaut. Je ne peux pas simplement éteindre ça. Personne ne te demande de l'éteindre, maman. Je te demande de l'allumer pour moi aussi. Celle-là est restée en suspens entre nous pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, elle a dit, tu as raison. Viens dîner ce week-end. Juste toi et moi. Pas d'Amandine, pas de drame. Je ferai une tourte au poulet. Est-ce que je peux amener quelqu'un? La fille du rendez-vous, elle s'appelle comment? Son nom est Noémie. Amène Noémie. J'ai souri. Mon premier vrai sourire depuis des semaines adressé à quelque chose en rapport avec la famille. D'accord. Samedi. Samedi. Maintenant, voici ce qui s'est passé avec Amandine. Elle ne m'a pas appelé. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. Pas pendant presque 2 semaines. D'après ce que Loïc m'a dit, elle était gênée. Légitimement et profondément gênée. La publication n'avait pas seulement montré ma version de l'histoire. Elle avait montré un schéma. Et les personnes de sa vie ne se ralliaient pas à elle cette fois-ci. Ils lisaient les captures d'écran et restaient silencieux. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils avaient remarqué le même comportement, mais ne s'étaient jamais sentis à l'aise d'en parler. 2 semaines après la publication, Amandine m'a enfin envoyé un message. C'était court. Pouvons-nous parler en personne? J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un café, un terrain neutre. Elle avait l'air fatiguée. Pas la fatigue théâtrale qu'elle affiche parfois pour s'attirer de la sympathie. Vraiment fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi. Elle s'est assise, a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café et ne m'a pas regardé pendant environ 30 secondes. Puis elle a dit, « Je suis désolée. » J'ai attendu. J'ai appris que le premier « je suis désolé » est généralement un ballon d'essai. Les vraies excuses, si elles arrivent un jour, sont celles qui suivent. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité cette nuit-là. Et pas seulement cette nuit-là. Depuis longtemps. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je me suis tellement habitué à ce que tu sois toujours là que j'ai arrêté de voir ça comme un choix que tu faisais. Je m'y attendais, c'est tout. Et quand tu as dit non, j'ai paniqué. Et au lieu de gérer ça comme une adulte, j'en ai fait une guerre. C'était mal. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. J'ai aussi menti. À maman, à Monique, à Sarah. Je leur ai dit que tu m'avais hurlé dessus. Tu ne l'as pas fait. Je leur ai dit que je faisais une crise de panique. Ce n'était pas le cas. J'étais en colère et gêné, et je voulais que les gens soient de mon côté. Alors, j'ai amplifié l'histoire. C'était vraiment, vraiment mal. Et je suis désolé. Je suis resté assis là pendant 1 minute à assimiler la chose, parce que voilà le truc avec les excuses venant de personnes qui ne s'excusent jamais. Elles sont déstabilisantes. Tout votre corps est préparé au combat et à la place, vous recevez un drapeau blanc et vous ne savez pas trop quoi faire de vos mains. Merci, ai-je dit. Ça compte beaucoup pour moi, Amandine. Vraiment.
Vas-tu retirer la publication? Vas-tu rétablir la vérité auprès des personnes à qui tu as menti? Elle a grimacé, mais elle a hoché la tête. J'ai déjà appelé tante Monique. J'appelle Sarah aujourd'hui. Alors oui, je la retirerai. Et je l'ai fait. Ce soir-là, la publication avait rempli son rôle. Il n'a jamais été question de l'humilier. Il s'agissait d'être entendu. Pour la première fois de ma vie, j'avais été entendu. C'était il y a environ 5 mois. Les choses ne sont pas parfaites. Elles ne le seront jamais. Amandine et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Nous ne le serons probablement jamais, mais nous allons mieux. Elle demande maintenant au lieu d'ordonner. Elle dit merci. Elle a commencé à voir un thérapeute, ce que Loïc m'a annoncé avec un ton de voix suggérant qu'il pourrait en avoir besoin d'un lui aussi. Maman fait plus d'efforts avec moi, et elle adore absolument Noémie, ce que j'avais prédit parce que Noémie est objectivement adorable. Et aussi, elle a apporté des fleurs à ma mère la première fois qu'elles se sont rencontrées, ce qui est fondamentalement le code de triche pour les mères françaises. Noémie et moi sommes toujours ensemble, ça marche toujours très bien. Elle a emménagé il y a environ 2 mois et Oscar est ravi car elle fait de meilleures caresses sur le ventre que moi, ce dont je fais semblant d'être offensé, mais secrètement je suis juste reconnaissant qu'il soit heureux. J'ai eu une autre promotion au travail. Chef d'équipe sur un grand projet de rénovation d'hôpital. Michel m'a dit que je suis la meilleure chose qui soit arrivée à cette entreprise depuis que nous avons arrêté d'acheter du café bon marché, ce qui est le plus grand compliment qu'il ait jamais fait à qui que ce soit. Je repense encore parfois à ce samedi soir. J'étais debout dans ma salle de bain, nerveux à l'idée d'un premier rendez-vous, et ma sœur a appelé et a essayé de me le prendre. Si j'avais dit oui, si je m'étais plié comme je l'avais toujours fait, je serais encore le paillasson de la famille. Toujours célibataire, toujours en train de dîner seul avec Oscar tous les soirs. Au lieu de ça, j'ai dit non. Un mot, 3 lettres, et ça a tout changé. Commentaire, j'ai vraiment aimé échanger avec vous autour de cette histoire. Pour moi, poser des limites claires est l'une des choses les plus importantes pour se respecter soi-même. Dire non ne signifie pas manquer de gentillesse, mais simplement protéger son bien-être. Nous avons tous le droit de choisir notre paix intérieure plutôt que de tout sacrifier pour les autres. La véritable maturité commence quand on prend la responsabilité de sa propre vie. Apprendre à guérir en mettant fin aux dynamiques déséquilibrées demande du courage, mais en vaut vraiment la peine. Je vous invite à réfléchir à vos relations et à voir où vous pourriez poser des limites saines. Votre estime de vous-même mérite d'être protégée, même face à la pression familiale ou amicale. Choisir son bonheur n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour avancer sereinement. Merci d'être là et de continuer ce chemin avec moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.